Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, voici le sommaire de l'émission. Dans 30 minutes, notre grand entretien. Nous recevons ce soir Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Nous allons avec lui nous pencher sur le sort des plus précaires face à la crise du coronavirus. Le confinement a exacerbé les inégalités, nous explique le défenseur des droits. Et aujourd'hui, nous faisons face aux conséquences économiques et sociales du Covid. Près de 500 000 emplois ont été supprimés au premier trimestre, frappant d'abord les intérimaires. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, se dit ouvert à la distribution de chèques pour soutenir les plus modestes. À gauche, la taxe Jean Valjean fait des émules, cette idée de contribution exceptionnelle des plus hauts patrimoines face à la crise. Alors comment faire rimer monde d'après et justice sociale, hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Mais avant cela, notre grand débat, nous revenons ce soir sur les manifestations et le cadre dans lequel elles se déroulent. L'émotion dépasse les règles juridiques, a déclaré cette semaine le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Il justifie donc que ces rassemblements soient tolérés, alors même que l'état d'urgence les interdit. À plus long terme, le projet de loi présenté hier en Conseil des ministres interroge. Il prévoit la sortie de l'état d'urgence, mais donne en même temps le droit au gouvernement d'interdire les rassemblements sur la voie publique, et cela pendant 4 mois. La majorité justifie cette restriction par la vigilance sanitaire nécessaire, mais des associations, syndicats et opposants s'inquiètent. C'est l'objet de notre discussion dans un instant, mais d'abord, on revient sur la situation actuelle. A-t-on en ce moment le droit de manifester? Ça fait débat, Fabien Recker. Faut-il déconfiner le droit de manifester? La question divise. Officiellement et jusqu'au 10 juillet, l'état d'urgence sanitaire interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes dans l'espace public. Ces derniers jours pourtant, les manifestations se sont multipliées partout en France contre le racisme et les violences policières, rassemblant même 20 000 personnes à Paris le 2 juin. Une situation qui provoque l'indignation de la droite. Ça veut dire que l'émotion peut justifier qu'on enfreigne la règle de droit. Non, moi ce que je veux dire, ce que je redis on n'a pas le encore... droit de manifester aujourd'hui, donc ces manifestations ne devraient pas avoir lieu? Bien sûr. Si à droite on s'émeut de ces rassemblements, le gouvernement envisage quant à lui de prolonger l'interdiction de manifester jusqu'en novembre. Son projet de loi sur la fin de l'état d'urgence, présenté mercredi en Conseil des ministres, lui en donne la possibilité. Il y a une petite musique qui est quand même assez inquiétante et qui est une remise en cause des libertés. D'autant plus qu'il y a à nouveau des réformes qui se profilent. Je pense à la réforme des retraites. Une façon de mettre le couvercle sur les revendications sociales à venir. Mercredi, plusieurs organisations, dont la CGT et la Ligue des droits de l'homme, ont saisi le Conseil d'État pour faire cesser l'interdiction des manifestations. La décision des sages est attendue dans les prochains jours. Interdiction ou pas, les soignants, eux, sont attendus dans la rue le 16 juin. Et avec nous, pour le débat d'Allons plus loin, ce soir, Valérie Gomez-Bassac, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche du Var, vous êtes porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être avec nous. Également en visioconférence, Jérôme Bacher, bonjour. Vous êtes sénateur LR de l'Oise. Et également avec nous, Romain Dupéret. Vous êtes avocat, vice-président du collectif Ensemble pour l'avenir du droit et de la justice. Et Dominique Rousseau arrive à point nommé, le voici. Bonjour Dominique Rousseau, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Absolument. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous laisse reprendre votre souffle. On va d'abord parler du cadre actuel des manifestations. Elles sont théoriquement interdites puisque l'état d'urgence sanitaire refuse les rassemblements de 10 personnes, mais elles sont tolérées. Alors Valérie Gomez-Bassac, c'est du en même temps, c'est l'émotion qui dépasse les règles juridiques. C'est une phrase que vous pouvez reprendre aujourd'hui à votre compte. C'est pas l'émotion, mais je peux l'entendre. C'est-à-dire que c'est vrai que la crise sanitaire a quand même connu une propagation à l'origine lors d'un regroupement. Donc il faut éviter ces regroupements tant faire se peut. Maintenant, il y a une tolérance. Pourquoi? Parce qu'on entend bien qu'il y a aussi des attentes et des idées à faire valoir. Et ça fait partie de nos libertés publiques. Donc je peux comprendre cette tolérance. Mais le fait
fait de ne pas les autoriser à nouveau, ça permet aussi de multiplier les regroupements en ce moment. C'est pas une atteinte aux libertés, il faut vraiment pas le voir comme ça, car nous sommes tous attachés aux libertés, mais en tant que juriste, je le suis également. Mais il faut encore une fois faire prévaloir d'abord la sécurité sanitaire. On voit encore qu'il y a quand même c'est ambigu du coup de dire que l'on tolère en même temps. On le voit, le nombre de personnes qu'il y avait lors des manifestations de cette semaine. Parce qu'on Bien sûr, les gestes barrières ne sont on compte quand même sur la responsabilité de chacun, c'est-à-dire de respecter les gestes barrières. Et encore une fois, je peux entendre le fait que certains critiquent ces dispositions, mais la priorité, c'est vraiment la sécurité sanitaire. Il ne faut pas l'oublier. Il y a encore des cas, on voit, qui commencent à se développer à nouveau dans le Grand Est. Donc il faut quand même rester vigilant. Maintenant, c'est sur une période limitée également. C'est sur une période limitée. 4 mois. Alors je rappelle quand même ce que dit l'article 7 du décret du 11 mai. Il dit tout rassemblement, réunion ou activité à titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Dominique Rousseau, qu'est-ce que vous pensez du fait que les manifestations, malgré le cadre de ce décret que je viens de rappeler, soient tolérées ? C'est une bonne chose ? D'un point de vue juridique, vous venez de rappeler le décret, les manifestations doivent être interdites ou autorisées. Voilà. Une manifestation interdite, tolérée, comme dirait notre ancien président Jacques Chirac, c'est abracadabrantesque. On ne sait pas exactement dans quel système juridique on va se trouver. Puisqu'elles sont tolérées, s'il y a des débordements, qui va être responsable, où c'est autorisé, et c'est ça la question des libertés publiques, il y a des régimes juridiques bien particuliers, où c'est autorisé, où c'est interdit. Toléré, juridiquement, pour la question des manifestations, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire. On ne voit pas très bien où on est. Jérôme Bascher, le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, lui, demande l'interdiction de ces manifestations. Mais on peut comprendre aussi que ça serait de mettre de l'huile sur le feu, vu le contexte aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de les interdire, elles sont interdites. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne comprends pas l'expression, justement, comprendre la tolérance que Madame la députée vient de nous donner. C'est un petit peu comme le mot de Castaner. Je ne peux pas comprendre la tolérance et je rejoins totalement Dominique Rousseau. La manifestation, soit elle est autorisée et donc elle est encadrée, y compris pour la sécurité des uns et des autres, ou elle est interdite, car sinon ça peut donner lieu à des débordements, des problèmes de sécurité. C'est exactement ce qui s'est passé le 2 juin dernier. Donc on voit bien, la loi n'est pas faite n'importe comment pour manifester, on demande l'autorisation, un parcours est défini, des mesures de sécurité sont prises, y compris pour les manifestants. Et là, on voit bien qu'ils ne prennent pas les gestes barrières. La responsabilité individuelle ne fonctionne pas en l'espèce, car il s'agit bien d'une loi qui s'applique à tous. Alors Romain Dupéret, vous, votre réaction, alors faut-il du coup autoriser ou faut-il interdire ces manifestations? Puisque en tout cas, nous avons ici deux interlocuteurs qui nous disent c'est soit l'un, soit l'autre. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'existe pas un fossé, en tout cas entre le texte de la loi ou d'un décret et l'application qui en est faite. C'est vrai que ça porte préjudice à l'autorité de cette loi, de la loi, et encore plus d'un texte qui est très récent, puisque, comme vous le disiez, il a été adopté le 11 mai. Donc c'est vrai qu'il faudrait réussir à réconcilier le texte de la loi et l'application qui en est faite en pratique. Alors effectivement, de deux choses l'une, soit elles sont autorisées et il faudrait qu'on aille dans cette voie aussi rapidement que possible, soit elles ne sont pas et à ce moment-là, il faut faire respecter cette interdiction. Dominique Rousseau, alors du coup, vous vous penchez de quel côté? Il faudrait les autoriser? Manifester, c'est aussi une liberté fondamentale. Il faut aussi avouer qu'en ce moment, la pandémie, elle est en recul. On sent aussi les Français, dans l'ensemble, moins attentifs aux gestes barrières. Alors après tout, manifester, dans ce contexte, on peut comprendre que c'est devenu nécessaire quand on voit le mouvement mondial des manifestations antiracistes. Oui, je crois qu'on parle beaucoup de la santé du corps social. Alors la santé du corps social, c'est évidemment une question, médicale pour les gestes barrières. Il faut le masque, mais la santé d'un corps social, c'est aussi les libertés publiques. Et un corps social est malade, on dit la démocratie est malade lorsque l'exercice des libertés publiques n'est pas possible. Donc moi, je suis favorable aujourd'hui à ce qu'on lève cette interdiction de manifester. On l'a levé, par exemple, pour aller dans les lieux de culte. Là aussi, il y a des rassemblements. Il y a des rassemblements en plus dans des édifices clos.
Là, les manifestations, elles sont dans la rue, à l'air, et rien n'interdit justement, si on autorise ces manifestations, à l'accompagner d'exigences sur le port du masque, etc. Donc moi je considère qu'aujourd'hui, il est de la santé du corps social de retrouver la liberté de manifester. Valérie Gomez-Bata, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes également rejointe dans votre point de vue par un certain nombre d'organisations, dont la CGT, la Ligue des droits de l'homme, qui font un recours devant le Conseil d'État. Elles jugent que l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes est synonyme pour elles d'interdiction générale et absolue de manifestation. On regarde, c'est un droit fondamental. Nous exigeons du gouvernement le respect immédiat de ce droit. L'urgence sanitaire ne justifie en rien la confiscation de la démocratie. Est-ce qu'on est dans un cadre de confiscation de la démocratie? Alors, non, on n'est pas dans un cadre de confiscation de démocratie. Regardons quand même les mois qui se sont passés et voyons un petit peu ce que nous avons traversé. Donc il faut aller prudemment, comme on le fait au niveau économique. Il faut, bien sûr qu'il y a une urgence économique, il y a une urgence sociale. Encore une fois, je suis pour le respect de ces libertés publiques, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Et vous parliez des regroupements. Regardez sur la place Masséna, les policiers qui se sont regroupés, mais qui étaient statiques. Ils étaient plus de 10. Ils ont respecté les gestes barrières. Pourquoi pas avoir une tolérance, vous voyez? Donc je comprends que juridiquement ça puisse choquer d'avoir une interdiction et une tolérance à côté, mais je pense aussi que c'est un bon compromis parce qu'on protège nos libertés publiques. C'est pas un non de principe, et d'un autre côté il faut juste attendre un délai raisonnable. Encore une fois, c'est 4 mois, enfin jusqu'au 10 novembre, donc où vraiment il faut encore être prudent. Justement, on va parler de ce projet de loi qui a été présenté hier, puisque la crainte c'est que cette liberté de manifester soit aussi mise entre parenthèses pour plus longtemps. Si l'état d'urgence sanitaire se termine le 10 juillet, le gouvernement prépare donc une période d'entre-deux de 4 mois pendant laquelle il va pouvoir interdire, s'il le souhaite, les manifestations. Et cela inquiète. Écoutez le président du groupe centriste ici au Sénat, Hervé Marseille. Il était ce matin l'invité de notre matinale. Le texte est très ambigu. Le texte, il permet quand même... C'est pas clair ? Ben non, il permet de prendre toutes sortes de mesures. Il y a d'ailleurs des professeurs de droit qui se sont exprimés pour dire tout ça, c'est pour permettre au gouvernement de prendre des mesures fortes contre les manifestations vis-à-vis des libertés publiques, etc. Et donc, est-ce que vous pensez aussi ? Oui, le Sénat le pense fortement, et je pense que ce texte n'a pas vocation à demeurer parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut dans l'arsenal juridique et notamment dans la loi du 23 mars. Jérôme Bascher, je vous vois acquiescer à ce que dit Hervé Marseille. Vous êtes de son avis. Ce projet de loi qui a été présenté hier, il vous inquiète ? On ne va pas dire qu'il m'inquiète, simplement il est très liberticide. L'état d'urgence permanent, c'est comme le coup d'état permanent de François Mitterrand, je ne sais pas, pour ceux qui ont un peu de mémoire, eh bien là, c'est l'état d'urgence permanent. C'est une façon de dire aux Français, regardez, on est toujours là en alerte, et de ne rien faire. Donc ce n'est pas, on voit bien que la tolérance, comme ça a été dit sur les manifestations, on fait croire que c'est interdit, et puis on laisse faire. Vous voyez, il y a là un double discours. Moi, je suis pour revenir à l'état de droit. Nous avons voté jusqu'au 10 juillet. Dorénavant, je crois à la responsabilité individuelle, comme l'a dit tout à l'heure Madame la députée. Je crois aux gestes barrières, qui sont aujourd'hui parfois un peu oubliés. Et c'est ce que je crains le plus dans le déconfinement. Mais on va comme cela jusqu'au 10 juillet. Le Sénat, en tout cas, vous avez entendu Hervé Marseille, j'ai écouté Philippe Bas aussi sur votre antenne, j'ai parlé avec Bruno Retailleau. La majorité sénatoriale s'opposera à un état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 novembre. Ce n'est pas raisonnable. Romain Dupéret, ce n'est pas un état d'urgence sanitaire, c'est ça aussi ce que dit le gouvernement. C'est une période dérogatoire pour pouvoir s'adapter en cas de reprise de l'épidémie. Alors oui, c'est vrai que le gouvernement a voulu consacrer cette expression de sortie en biseau et qui traduit en fait l'idée que justement pendant ce temps de biseautage, il y aurait effectivement des règles qui continueraient à s'appliquer et notamment que le Premier ministre pourrait interdire des rassemblements, et c'est vraiment là où le bât blesse, c'est l'inquiétude qu'on peut légitimement avoir parce que le texte par nature est liberticide. Et c'est vrai qu'il faut le remettre aussi dans son contexte. Il y a un an de cela, on parlait des lois anti-casseurs et déjà on s'inquiétait des coups de boutoir et des limites qu'elle apportait à la liberté de manifester. Il ne faudrait pas que non plus nos concitoyens, nos concitoyennes aient l'idée que par des attaques successives, le droit de manifester soit amoindri durablement en France. Donc c'est vrai que là, on parle d'une loi qui va prendre effet, enfin un état d'urgence qui prendrait fin le 10 juillet, c'est encore dans un mois. Il faudrait qu'à ce moment-là, la parenthèse soit définitivement refermée et qu'on revienne à notre état
commun naturel qui est celui de la liberté de manifester. Oui, Valérie Gomez-Bastak, est-ce que ça ne serait pas plus simple? Soit, finalement, eh bien, on voit qu'il n'y a plus de risque et on revient dans l'état de droit commun, soit il y a vraiment un problème et on en reste à l'état d'urgence sanitaire. Alors, encore une fois, on ne sera plus en état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire que ça sera, la fin sera bien prononcée, on donne juste des outils nécessaires si jamais il fallait prendre des mesures. On ne peut pas d'un côté reprocher au gouvernement de mettre une semaine, 15 jours, etc., à prendre des mesures, et là de prendre un texte qui serait effectif pendant 4 mois et qui lui permettrait, si nécessaire, de prendre des mesures adaptées. Bon, vous limitez ça au droit de manifestation, et ce n'est pas que ça. C'est aussi la possibilité de limiter des libertés individuelles ou quoi. Alors, espérons que ce n'ait pas lieu, mais encore une fois, personne ne sait ce que sera la crise sanitaire. Donc, c'est pas un état d'urgence, c'est la fin de l'état d'urgence, mais c'est la possibilité donnée au gouvernement de pouvoir adapter en fonction évidemment, de clusters ou autres. Juste, très rapidement, je vous donne la parole, Dominique Rousseau, mais Jérôme Bachar, on voit que vous voulez réagir. Ah oui, effectivement, ce n'est pas que un problème de manifestation, c'est pire que ça. C'est aussi un problème de circulation dans les transports, encore une fois, j'allais dire, d'ouverture de restaurants. Enfin, il y a un moment, c'est un vrai projet qui peut être menaçant pour les libertés. Vous savez, s'il s'agit de la crise sanitaire, s'il s'agit de pouvoir prendre des mesures rapides, vous demandez aux Français, vous avez un cluster à un endroit, il n'y a plus un Français qui prend le transport à cet endroit-là, qui va au restaurant à cet endroit-là, qui va à une manifestation à cet endroit-là. Je crois que, en termes de réactivité, le Parlement a été réactif en cas de besoin. Il n'y a pas besoin d'un texte comme cela. Dominique Rousseau, est-ce que vous partagez toutes ces inquiétudes sur cette période qui ouvre donc une période qui va restreindre vraiment les libertés? On peut peut-être s'en inquiéter, d'autant plus que on peut imaginer qu'il va y avoir des contestations qui vont arriver, notamment avec la crise économique, sociale. Les gens vont certainement vouloir manifester. Oui, moi, je ne pense pas que le projet de loi, dans l'état actuel de sa rédaction, il faut voir comment il va évaluer à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce projet de loi, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas un projet de loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence continue, puisque le Premier ministre aura toujours la possibilité de prendre des mesures pour interdire la liberté de circulation ou la restreindre, pour fermer ou restreindre l'ouverture des bars, des restaurants. Il aura la possibilité aussi, on vient de le dire, d'interdire ou de restreindre la liberté de manifester. Autrement dit, l'état d'urgence continue. Alors, ce qui est grave... quelle est la différence pour vous avec l'état d'urgence dans lequel nous sommes aujourd'hui? Il y en a ou pas? Eh bien non, il n'y en a pas. Puisque l'état d'urgence a été prononcé le 23 mars. Pourquoi? Pour justifier des mesures d'interdiction et de restriction des libertés. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la motivation des mesures, mais on va garder les mesures. Autrement dit, les mesures de l'état d'urgence, interdiction, etc., vont rentrer pour 4 mois, dit-on, dans le droit commun. Et donc, on a des pouvoirs exceptionnels qui vont être donnés au gouvernement, restreindre les libertés, sans la motivation de l'état d'urgence. Et ça me paraît très grave. Vous savez, alors pourquoi le gouvernement fait ça pour vous? Pourquoi il fait ça? Parce que je pense, si vous voulez, que le gouvernement tient à garder un certain nombre de pouvoirs, notamment pour continuer à pouvoir interdire notamment les manifestations. Alors je souhaite réagir parce que déjà, donc, les interdictions ne seront plus là. Elles auront éventuellement la possibilité d'être prononcées si la crise sanitaire revenait ou s'il y avait des situations qui devaient l'exiger. Mais ça sera l'exception. Donc, et puis peut-être que ça n'aura pas lieu du tout, mais ça permettra juste d'être plus réactif. Et puis attention également, parce que je vois lorsque le déconfinement a été annoncé, le week-end d'avant, tout le monde était dehors. Enfin, moi j'habite dans le sud de la France. Je crois aussi en la responsabilité de chacun. Je pense vraiment qu'il y a eu une prise de conscience et que tout le monde a peur, mais on oublie vite également. Les Français sont amnésiques, ça peut aller vite. Les Français, je me mets dans le lot, donc il faut quand même être prudent. Mais on ne peut pas reprocher cette vigilance qui est vraiment nécessaire aujourd'hui. On parle encore de la santé, donc ça me semble essentiel. Peut-être d'autant plus qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a des manifestations qui sont tolérées. On a beaucoup parlé des manifestations antiracistes, mais il y a aussi un certain nombre de manifestations de soignants qui ont lieu tous les jeudis. Là aussi, elles sont tolérées. On comprend bien qu'il est quand même très compliqué d'envoyer des CRS dans le contexte actuel face à des soignants qui vont manifester alors qu'on est en plein Ségur de la santé. Qu'est-ce que ça vous inspire, Romain Dupéret? Finalement, est-ce qu'il y a réellement un risque? Puisque ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que même
dans ce moment d'état d'urgence sanitaire, bon, le gouvernement n'empêche pas toutes les manifestations. Il en empêche certaines, mais ensuite il ne sanctionne pas. Donc encore une fois, c'est ça qui nous inquiète et c'est ça qui ne devrait pas perdurer, c'est ce fossé qui existe entre le texte et les décisions qui sont prises et la sanction qui est ensuite appliquée. Donc dans le texte, il est effectivement dit que les interdictions qui existent aujourd'hui prendront fin le 10 juillet, mais que le Premier ministre pourra les réadopter si elles sont nécessaires et proportionnées à un risque, une résurgence, par exemple, du risque sanitaire. Donc, bon, c'est quand même un petit peu encadré. Le Conseil d'État a d'ailleurs décidé il y a quelques jours qu'il lui semblait que la structure du texte était suffisamment équilibrée pour être adoptée en l'état, mais c'est ce même Conseil d'État qui, au cas par cas, devra juger s'il est fait usage de ses pouvoirs, s'il en est fait usage à bon escient, et notamment si le Premier ministre a eu raison de réimposer des limites à la liberté de manifester parce qu'il y aurait un cluster à tel endroit ou parce qu'il y aurait un nouveau pic qui se présenterait. Donc il y a quand même un contrôle qui va se faire. Alors c'est vrai que le Conseil d'État, il a été critiqué pendant la crise sanitaire pour avoir été assez bienveillant, voire complaisant aux yeux de certains à l'égard du gouvernement sur les mesures qui ont été prises. Donc aussi, on dépend beaucoup du zèle du Conseil d'État dans la mise en œuvre de ces mesures. Jérôme Bachar, est-ce que le Conseil d'État a été trop bienveillant à l'égard pour vous du gouvernement pendant cette période, qui, il faut le dire aussi, était une période très particulière et vraiment exceptionnelle? Alors, effectivement, la période est particulière. Je ne jugerai pas des juges. Vous savez, la séparation des pouvoirs, j'y tiens, j'y suis sensible. Mais justement, ces textes de déconfinement ne sont en vérité qu'un texte de débâcle de l'état de droit. Car on confond la liberté, on supprime des libertés. Quand on interdit de manifester, on ne laisse pas, on ne respecte pas la loi. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui. On a un débâcle de l'état de droit. Tout ça part un petit peu, en vrille, on ne sait plus faire. Il est temps de revenir à un rôle du Parlement qui fait la loi et un gouvernement qui prend des mesures réglementaires. Mais il ne faut pas que toute la loi, via déjà les ordonnances, soit transférée au pouvoir exécutif. On est dans un transfert de l'exécutif un petit peu fort à mon goût. Bon, là, pour l'heure, c'était encore un projet de loi. Et Dominique Rousseau, le Parlement doit avoir son mot à dire sur les différentes mesures qui sont prises dans ce texte. Vous en avez parlé tout à l'heure, je vais les relister. Les restrictions qui pourraient perdurer, il y a la réglementation, l'interdiction de circulation des personnes, la fermeture provisoire ou l'ouverture réglementée d'établissements accueillant du public, la limitation ou l'interdiction des rassemblements sur la voie publique et des réunions, la réglementation de l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage. Là-dessus, le Parlement peut faire son travail quand même. Mais vous voyez, qu'est-ce que vous venez de dire là ? Vous trouvez que ça liste tout? Vous venez d'énumérer, définir l'état d'urgence. Vous venez d'énumérer les mesures que le Premier ministre pouvait prendre pendant l'état d'urgence. Oui. Et ces mesures-là, il pourra continuer à les prendre après le 10 juillet. Donc nous serons bien toujours dans un état d'urgence qui ne dit pas son mot, ce qui est grave. Camus disait mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et là, on est en train de nous faire croire qu'on ne sera plus en état d'urgence, mais qu'il y aura quand même des mesures. Non, je crois qu'il faut une rigueur dans les mots, que le gouvernement assume, qu'il souhaite poursuivre l'état d'urgence jusqu'au 10 novembre, plutôt que de faire croire qu'il n'y a plus d'état d'urgence, mais que les mesures de l'état d'urgence que vous venez d'énumérer continueront à s'appliquer. Bon, moi je pense, en m'appuyant sur les propos d'ailleurs du Premier ministre, ou de la loi du 23 mars, que dit la loi du 23 mars ? Pour établir l'état d'urgence, il faut une catastrophe sanitaire, et il faut que la santé de la population soit mise en péril grave. C'est les deux mots, deux conditions. Catastrophe, péril grave. Que dit le Premier ministre ? Que dit le président du comité des scientifiques ? L'épidémie est sous contrôle. Donc il n'y a plus de catastrophe, il n'y a plus de péril. Que dit le Premier ministre ? La liberté devient le principe, l'interdiction l'exception. Très bien, donc il n'y a plus besoin d'état d'urgence, puisque la motivation de l'état d'urgence, c'est la catastrophe et la gravité. Et on nous dit, c'est sous contrôle. Donc il n'y a plus de catastrophe, il n'y a plus de gravité. Donc supprimons l'état d'urgence et revenons à l'état de droit. Sous le quinquennat de François Hollande, on a passé quand même 2 ans sur 5 en état d'urgence. Et oui, après de novembre 2015 à novembre 2017. Et ça a laissé des traces. 2 ans dans le sur droit 5 commun. ans. Et là, on est déjà sur 4 mois.
et 8 si on va jusqu'en novembre. Non, à un moment donné, si vous voulez, je reviens sur cette idée, la santé du corps social, c'est pas seulement une question médicale, c'est une question aussi du vivre ensemble, par l'exercice des libertés publiques. Dominique Rousseau, vous dites que c'est un état d'urgence qui ne dit pas son nom. Eh bien, ce sont exactement les mots qu'a également le président de la commission des lois ici au Sénat, le sénateur Philippe Bas. Je vous propose d'écouter ses inquiétudes sur ce projet de loi. Ou bien on prolonge l'état d'urgence parce que la situation sanitaire le justifie, ou bien on ne le prolonge pas. On n'est pas dans un entre-deux ni dans un en même temps. En réalité, le gouvernement, j'ai vu son texte, il nous dit « ça n'est plus de l'état d'urgence ». Moi, je lui réponds « c'est quand même de l'état d'urgence ». Voilà, vous auriez pu le dire exactement de cette façon-là. J'aurais pu dire, il y avait une formule autrefois, on parlait avec Charles Pasqua, je crois, des vrais faux passeports. Là, on dirait la même chose, c'est une vraie fausse sortie de l'état d'urgence. Valérie Gomez, bon, je me sens un peu seule, mais je vais encore répéter ce que je disais. C'est que pour moi, nous ne serons pas en état d'urgence. Il y aura une possibilité de reprononcer des interdictions si la situation sanitaire l'exige. Le Conseil d'État, on ne peut pas le critiquer quand ça nous arrange ou accepter ses décisions quand ça nous arrange. Ça, c'est pas possible. Moi, je fais confiance aussi à la décision qui a été rendue, à son appréciation qui a été faite. Et il y a un mot qui est important, c'est qu'il faudra que ce soit proportionné également. Donc proportionné par rapport à la situation sanitaire. Donc c'est quand même. Puis on a eu le conseil scientifique qui est plutôt d'accord avec l'idée d'avoir cette période transitoire. Ça permet de mieux cibler. Ça permet de cibler, d'agir peut-être que sur les transports ou que sur les manifestations ou que sur la fermeture d'établissements, que sur certaines régions. Donc ça me semble plus raisonnable. Et encore une fois, c'est que jusqu'au 10 novembre. C'est long aussi. Hein, je suis d'accord. Mais bon, après, j'espère que la vie normale reprendra et les manifestations également. Ce qui trouble dans cette période, c'est aussi que à la fois on a ce discours sur cette période qui s'ouvre, qui va être synonyme de restriction des libertés, et en même temps, au gouvernement, on a ce discours qui nous dit, il faut absolument accélérer sur le plan économique, il faut retrouver la normale. C'est ce qu'a dit ce matin Bruno Le Maire. Nous entrons dans une nouvelle période, celle où il faut reconstruire économiquement le pays, retourner à la vie normale, accélérer le retour au travail de tous les Français. Jérôme Bachar, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sont des injonctions contradictoires ou en même temps on comprend ces tiraillements parce qu'il y a bien en même temps cette urgence économique? Alors, je vous ai écouté, vous avez dit, je crois, 5 ou 6 fois en même temps. Ça montre bien qu'on est dans l'injonction en vérité contradictoire. J'écoutais Bruno Le Maire ce matin à la commission des finances où il intervenait. Et effectivement, on est totalement dans « il faut tout reprendre ». Et en même temps, on n'est pas sûr. Donc, il faut à un moment donner des perspectives claires. Et donc, on sort de l'état d'urgence. On sait prendre, le Parlement, des mesures rapides. On l'a prouvé à plusieurs reprises en cas de problème. Mais on revient à l'état normal et on revient à un état où on s'occupe des vrais sujets des Français, c'est-à-dire qu'ils travaillent, qu'ils puissent manger à leur faim, parce qu'il y a plein d'endroits, ça commence à devenir vraiment très dur. Et je peux vous assurer, quand on est conseiller départemental et qu'on s'occupe du social, on voit les difficultés s'amonceler. Donc il faut vraiment revenir au sujet important et urgent. On attend vraiment l'oracle dimanche soir. On attend l'oracle dimanche soir. Effectivement, la prise de parole d'Emmanuel Macron qui est très attendue et on ne sait pas du tout pour l'instant ce qu'il va nous dire. En tout cas, il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus. Romain Dupéret, est-ce que pour vous ce sont des injonctions contradictoires ou des injonctions qu'il faut réconcilier? Mais écoutez, de toute façon, la situation, comme vous le disiez, est quand même un petit peu exceptionnelle. Donc c'est sûr qu'il y a des ajustements permanents qui doivent être faits. Ils doivent toujours être faits, à mon sens, dans le sens de la liberté. Alors c'est vrai que ça doit être la liberté économique, ça doit être aussi la liberté de manifester. D'ailleurs, le texte, on dit qu'il est pris pour répondre à l'aspiration collective au rétablissement du droit commun. Donc le droit commun, il doit se rétablir dans toutes ses composantes, à la fois, encore une fois, de l'activité économique et du droit de manifester. Donc voilà. Bon, il faut aussi se rappeler que, j'entends le sénateur évoquer cela, il y a un an, dans la loi anti-casseurs, c'était une proposition de loi des sénateurs les Républicains qui était assez sévère, extrêmement sévère à l'égard du droit de manifester et qui avait été d'ailleurs largement allégée dans le cadre du processus législatif. Et donc c'est vrai que c'est amusant d'entendre à un an d'écart se faire le chantre d'un droit de manifester aussi absolu ce soir. Jérôme Bachar. Alors, non, là je crois qu'il y a une petite confusion.
L'année dernière, cette loi anti-casseurs permettait de manifester librement et de manifester en toute sécurité. C'est exactement la même chose que je demande, qu'on puisse manifester dans notre pays. Le droit de grève, lui, est constitutionnel. Nous pouvons manifester, mais il faut pouvoir le faire en toute sécurité. C'était à la fois pour les manifestants, à la fois pour les voisins. Je réclame toujours la même chose, liberté en toute sécurité, manifester en toute liberté et en toute sécurité. Dominique Rousseau, votre réaction, on ne va pas faire un débat sur la loi anti-casseurs qui date de l'an dernier, mais on est dans cette période où il y a des tiraillements qui sont bien compréhensibles avec les nécessités économiques d'une part, et puis est-ce que l'état d'urgence doit suivre toutes ces nécessités économiques pour vous ? Ce qu'a dit Bruno Le Maire, c'est qu'il faut que les affaires reprennent. Oui. Il faut que l'économie redémarre. Bien entendu. Est-ce que tout doit aller ensemble ? Mais il faut donc que les libertés redémarrent. Il n'y a pas que le business qui doit redémarrer. Il y a aussi la démocratie qui doit redémarrer. C'est-à-dire la liberté d'aller et venir, la liberté de se réunir, la liberté de manifester. La démocratie aussi doit redémarrer. Il y a eu une mise entre parenthèses de la démocratie pour vous pendant cette période ? Oui, ça, de manière claire. Le Parlement a été mis entre parenthèses. Le Parlement est devenu un spectateur. L'acteur, c'était le gouvernement qui prenait des ordonnances. Et le Parlement était un spectateur. Donc la démocratie parlementaire a été suspendue. Il faut maintenant qu'elle revienne. Si les conditions sont telles que le business peut reprendre, moi je dis la démocratie peut reprendre. Il n'y a aucune raison que l'économie reprenne et que la démocratie ne reprenne pas. C'est-à-dire qu'on permette de relancer la liberté d'entreprendre, le commerce, etc. Et qu'on dise la liberté de manifester. Non, on peut toujours la restreindre. La liberté d'accéder, là, on peut toujours la restreindre. Non, tout doit redémarrer en même temps. Et souvenez-vous, alors là, c'est un vrai en même temps. Et souvenez-vous que lorsqu'on est sorti de l'état d'urgence sécuritaire, on est sorti le 1er novembre 2017. C'est le président de la République qui nous a fait sortir de l'état d'urgence sécuritaire. Sauf que, un jour avant, le 30 octobre 2017, il a fait voter la fameuse loi SILT, qui transposait dans le droit commun une bonne partie, pas toutes, mais une bonne partie des dispositions qu'il y avait dans l'état d'urgence sécuritaire. On assiste d'une certaine manière à la même chose. La loi SILT, elle va jusqu'au 30 décembre 2020. Donc le Parlement, j'espère, va s'en ressaisir, ne va pas oublier cette date. Et là, si la loi est votée, c'est le 10 novembre 2020. Donc vous voyez, il y a un parallèle entre ces deux lois, la loi du 30 octobre 2017 et la loi qui sera votée au mois de juin, et qui sont de la même inspiration, puisque c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui était en charge en novembre 2017 et qui est encore en charge en 2020. Valérie Gomez-Bassac, est-ce que vous comprenez ces craintes, puisqu'effectivement on a vu la transposition d'un certain nombre de mesures de l'état d'urgence sécuritaire, des mesures datant de 1955 qui ont été intégrées avec cette loi SILT en 2017. On peut craindre que ce soit un précédent. Sur une durée de 3 ans, là on parle de 4 mois, donc il faut quand même remettre les choses dans leur ordre, et puis au Parlement aussi de bien mener son action et de surveiller l'action du gouvernement. Alors dire aussi que pendant toute cette période, le Parlement n'a pas joué son rôle. Je vous assure qu'on l'a joué, notre rôle, différemment certes, mais on l'a joué. Tous les plans qui ont été adoptés, tous les députés et même, je dirais, de tous les partis, on a tous fait le forcing dans des domaines différents pour les mesures à prendre, que ce soit pour les viticulteurs, les horticulteurs, on a été très actifs, que ce soit dans le monde du spectacle, que ce soit... Et il y avait les parlementaires derrière qui poussaient quand même en alertant sur le travail des experts comptables, sur les délais qu'il fallait rallonger. Donc le travail des parlementaires a été là et de toutes parts, que ce soit les députés, les sénateurs. Donc on a travaillé différemment, certes, parce qu'on était dans un contexte particulier. Romain Dupeyret, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que le Parlement a eu pour vous sa place pendant cette période ? Et puis est-ce que vous aussi vous craignez qu'à plus long terme les libertés publiques puissent être atteintes avec la possibilité de transposer finalement dans le droit commun des mesures issues de l'état d'urgence, cette fois-ci sanitaire ?
Alors, est-ce que le Parlement a eu sa place? Forcément, il a dû laisser une partie de cette place au pouvoir exécutif, faut pas se leurrer. Il a autorisé à légiférer, si on peut dire, par voie d'ordonnance dans beaucoup de domaines. C'est plus de 60 ordonnances qui ont été adoptées depuis la loi du 23 mars. Après, il faut aussi comprendre que toutes ces ordonnances, elles répondaient à des besoins urgents et il n'aurait pas été possible de les adopter dans le cadre d'un débat bicaméral. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que là, il y avait un principe de nécessité qui s'est imposé, mais il faut effectivement insister en contrepartie sur le fait qu'il doit être temporaire. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même aussi une accumulation qui fait craindre pour les libertés publiques. Alors souvent c'est pour des motifs légitimes, c'est pour lutter une fois contre le terrorisme, une fois contre une urgence sanitaire, la troisième fois sera une urgence climatique, et puis encore une autre. Mais c'est vrai que du coup il ne faudrait pas, comme le dit notre confrère Sureau, s'accoutumer à cet état d'urgence ou dérogatoire permanent ou à ces restrictions permanentes de liberté qui ferait que justement on est habitué, le principe c'est celui de la restriction. Comme le disait Alexandro Jodorowsky, un oiseau né en crèche croit que voler est une maladie. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans ces circonstances. Jérôme Bascher, votre réaction, vous également. Je vais vous faire une autre citation, peut-être moins poétique, mais elle est de Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui dit, lui, l'état d'urgence et ses dispositions exceptionnelles doivent être temporaires. Il s'en inquiète beaucoup dans son dernier rapport annuel, le défenseur des droits. Mais nous aussi, c'est bien pour ça que Philippe Bas, vous l'avez entendu, Hervé Marseille, vous l'avez entendu, au Sénat, nous sommes très attachés aux libertés, et aux libertés publiques en particulier. Et donc, nous ne voyons pas d'un bon œil ce texte. Il est un moment temps de mettre fin à l'état d'urgence permanent, ce qui a été dit. C'est un transfert de pouvoir qui s'est fait effectivement pendant le confinement vers l'exécutif de manière à ce qu'il soit plus habile et puisse réagir. Il y a une volonté du gouvernement de garder tous les pouvoirs, par les ordonnances, par des pouvoirs exceptionnels dits d'urgence. Ce n'est pas possible. Et on l'a bien vu, l'État central, qui aime bien avoir le pouvoir, a plutôt été mauvais gestionnaire de la crise dès le départ, et c'est plutôt l'État local, voire les collectivités locales, dans leur liberté justement, dans l'exercice de leur liberté, qui ont été plus rapides, plus réactifs et peut-être plus efficaces. Allez, il nous reste juste quelques minutes très rapidement. Dominique Rousseau, finalement, puisqu'on a été très critique sur ce plateau vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Pour vous, comment résoudre l'équation? Parce que c'est ce qu'on se demande, c'est est-ce que c'est une équation impossible? Comment est-ce qu'on peut résoudre cette équation pour vous? L'équation, pour moi, c'est de rétablir l'état de droit. L'état de droit a été mis à mal, suspendu, mis entre parenthèses, employez l'adjectif que vous voulez. On peut le comprendre étant donné la gravité de l'épidémie. Maintenant, on revient à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs. Le Parlement doit retrouver ses compétences, l'exécutif, le judiciaire, les citoyens. Je pense que la situation d'aujourd'hui, dès lors que l'épidémie est sous contrôle et qu'il n'y a plus de gravité, l'état de droit doit reprendre tous ses droits, si j'ose dire. Le mot de la fin, Valérie Gomez-Bassac. Moi, je crois qu'il faut oser dire quand on ne sait pas, et on ne sait pas le devenir de cette épidémie. Donc, pour l'instant, tout va bien, et j'espère que cela sera le cas encore dans quelques mois. Mais restons prudents. Il y a deux caps. Il y a le 10 juillet, le 10 novembre, et je pense qu'il faut être prudent et continuer en ce sens. Et on va voir ce que va nous dire aussi Emmanuel Macron ce dimanche. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci Valérie Gomez-Bassac, merci Dominique Rousseau, merci Jérôme Bascher, merci Romain Dupéret. La suite d'ALPL, c'est le grand entretien. Nous recevons ce soir Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Nous avons avec lui nous pencher sur le sort des plus précaires face à la crise du coronavirus. Le confinement a exacerbé les inégalités, c'est ce que nous explique le défenseur des droits. Aujourd'hui, nous faisons face aux conséquences économiques, aux conséquences sociales du Covid. Près de 500 000 emplois ont été supprimés au premier trimestre. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Alors Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, se dit ouvert à la distribution de chèques ce matin pour soutenir les plus modestes. À gauche, depuis quelques jours déjà, la taxe Jean Valjean fait des émules. Cette idée de contribution exceptionnelle des plus hauts patrimoines face à la crise. Comment faire rimer monde d'après, lutte contre les inégalités? On va voir tout ça, mais d'abord le point sur la crise économique et ses conséquences sociales avec Alizé Boissin. La crise économique s'annonce historique et mondiale. Et la France devrait être l'un des pays où la récession est la plus sévère. Le recul du PIB en 2020 est estimé à 11%,
d'après l'OCDE. Concernant l'emploi, les indicateurs français sont dans le rouge. Selon le ministre de l'économie, 800 000 postes auraient été détruits pendant le premier semestre. La majorité des emplois concernent le secteur privé. Alors pour faire face, Bruno Le Maire plaide pour une relance plus rapide. Je souhaite que l'activité reprenne plus rapidement. Je souhaite que le retour au travail soit plus massif. Je vis au rythme des annonces de faillite, de licenciements. Je pense à tous les Français, et en particulier aux plus fragiles, aux plus modestes, ceux qui n'ont pas de qualification, ceux qui démarrent dans la vie, ceux qui sont apprentis, ceux qui ont 52, 53 ans, qui sont dans des régions sinistrées économiquement. Ben moi, je veux qu'ils aient une activité. Je veux qu'ils aient une perspective. En première ligne, la chute de l'emploi intérimaire. Elle est estimée à moins 40%. Lors de la crise financière de 2008, elle n'était que de 14%. Face aux sénateurs, le patron de Bercy a présenté le 3e projet de loi de finances rectificative de l'année. Il a rappelé sa priorité. C'est l'emploi, l'emploi, l'emploi et encore l'emploi. Un projet tourné vers les jeunes touchés de plein fouet par la crise. Il y a dans ce projet de loi des mesures pour soutenir l'apprentissage, une augmentation massive des primes à l'embauche puisqu'elle sera portée à 8 000 € pour un apprenti jeune majeur et 5 000 € pour les mineurs. Nous avons également une réflexion qui s'engage, absolument essentielle, mais elle est en cours de discussion avec les partenaires sociaux, sur une activité partielle de longue durée. Le soutien à l'emploi, un volet que le chef de l'État devrait détailler dimanche lors de sa prochaine allocution. Emmanuel Macron devrait aussi revenir sur les différents plans de relance établis, comme celui de l'automobile ou encore du tourisme. Et avec moi pour le grand entretien, Christophe Robert, bonjour. Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Merci beaucoup d'être avec nous. On va tout d'abord parler de cette crise économique, sociale que l'on voit déjà, qui s'annonce. Alors avec notamment ces chiffres de l'INSEE, la destruction de 500 000 emplois, surtout chez les intérimaires, une récession de 11%, une crise économique inédite. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Le Maire qui dit le seul moyen d'y arriver, c'est d'accélérer dans la reprise pour que la crise soit la moins douloureuse. C'est la seule issue. En tout cas, il est clair que cette situation extrêmement tendue sur le front de l'emploi, et donc cette hausse majeure du chômage, nous inquiète beaucoup. La question de savoir si c'est la seule issue, je ne crois pas. C'est-à-dire que la question qui se pose, et c'est celle qui s'est posée d'ailleurs, il y a eu des actions dans ce sens-là de la part du gouvernement pendant la crise sanitaire, c'est de dire qu'il faut éviter que des gens, par exemple, du fait de cette situation très tendue sur le front de l'emploi, ne basculent dans la grande précarité. Donc ça ne suffit pas de dire cela. Oui. Évidemment, il faut tout faire, c'est la priorité absolue pour que l'emploi reparte. C'est fondamental. Mais on sait très bien que dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vont pas retrouver un emploi immédiatement. Beaucoup n'en avaient déjà pas avant la crise. Et là, la question des filets de sécurité, des protections sociales, des mains tendues reste évidemment essentielle. Vous l'avez dit, le gouvernement, en tout cas, fait valoir qu'il a eu une politique très protectrice à l'égard des Français sur la période du confinement. Encore aujourd'hui, le ministre de l'économie se dit, lui, ouvert à la distribution de chèques aux plus modestes. C'est ce qu'il a dit ce matin dans ce contexte. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pour vous suffisant, ces matelas, ces aides ponctuelles qui ont été données pour faire face à la crise? Alors, il y a deux registres, il y a deux temporalités. Oui, il faut absolument donner de quoi rester la tête hors de l'eau à un paquet de personnes qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Donc, il y a eu des aides qui ont été apportées, des aides exceptionnelles pendant la crise sanitaire, 150 €, plus 100 € par enfant pour un certain nombre de ménages. Mais elles étaient versé en une seule fois, si vous voulez. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la situation dure, cette difficulté sociale dure. Donc il faut absolument apporter des aides de façon plus durable. Et puis il y a des trous dans la raquette. Même les aides qui ont été apportées pendant la période de confinement ne couvraient pas tout le monde. Les jeunes de 18 à 25 ans sans ressources, parce qu'ils n'ont pas le RSA, ne sont pas concernés par ces aides. Les personnes seules qui sont au minimum vieillesse, par exemple. Donc il y a toute une batterie de situations particulières qui ne sont pas couvertes par ces difficultés, par ces aides, et qui sont en grande difficulté aujourd'hui. Même chose, le ministre du Logement, ce matin, a annoncé une aide d'Action Logement. Donc pas une aide de l'État, mais d'Action Logement pour les locataires en difficulté. 150 € pour les chômeurs et les salariés en difficulté versés pendant 2 mois. Voilà, donc sans doute, ça va couvrir une partie des difficultés, mais pas toutes. Donc c'est un bon point, c'est positif, mais il faut aller beaucoup plus loin. On avait évalué, nous, à peu près à 200 millions d'euros les besoins de fonds d'aide pour payer les loyers et les charges à ceux qui rencontrent des difficultés aujourd'hui et qui, demain, risquent l'expulsion. Mais là, on est en train de parler de mesures d'urgence qui sont absolument indispensables. Parce qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont peur.
Mais cette crise, elle a rendu encore plus visible une autre réalité. C'est que beaucoup, même avec les ressources issues du travail, n'arrivent pas à s'en sortir, que les minima sociaux sont pas suffisamment, les montants des minima sociaux ne sont pas suffisamment élevés pour pallier à la moindre difficulté, à la moindre entorse dans le budget de la famille au quotidien. Donc il y a une réflexion beaucoup plus profonde sur la protection sociale, sur les dispositifs d'aide pour pouvoir aider ceux qui ont rencontré à un moment dans leur vie des difficultés. On va se projeter sur l'avenir, sur le monde d'après. Mais encore, je voudrais vous entendre sur un certain nombre de mesures que l'on pressent de la part du gouvernement, parce que, vous l'avez dit, il y a ces aides ponctuelles, peut-être qui sont déjà là, qui sont peut-être insuffisantes. Et dans le même temps, on apprend aussi que le gouvernement va certainement serrer la vis sur le chômage partiel. Ça pourrait s'accompagner pour le salarié d'une baisse de son salaire à 60% de son aide contre 84% aujourd'hui. Est-ce que, pour vous, c'est acceptable? Est-ce que c'est pas normal aussi le fait que quoi qu'il en coûte, bien sûr, d'Emmanuel Macron des débuts, trouve une fin? C'est compliqué, votre question, parce que le quoi qu'il en coûte, il a trouvé une réalité pendant cette période de confinement. Oui. C'est-à-dire qu'on a mis à l'abri des personnes sans domicile de façon importante. Et la question de dire, OK, mais finalement, nous avons pris conscience d'une urgence absolue à des personnes à qui on disait restez chez vous, mais on n'a pas de domicile, on est personne sans domicile, donc comment on pouvait faire? Donc on s'est dit, collectivement, il faut une réponse. Et le quoi qu'il en coûte a pu jouer son rôle dans cette histoire. C'est-à-dire que les ministres avaient beaucoup plus de latitude. Et donc on a pu travailler ensemble avec les pouvoirs publics, les associations, etc. Donc c'est quelque chose de positif. Mais je vous pose la question sur les problématiques des personnes sans domicile. Est-ce qu'on a simplement besoin d'un toit sur la tête, l'hiver, ou parce qu'il y a une crise sanitaire majeure? Ben non. Et donc c'est là où on voit que toutes les difficultés sociales, toutes les fragilités sociales qui ont été rendues encore plus visibles pendant cette crise, elles nous interpellent l'ensemble de la société. Oui. Et c'est là où il faut se mettre autour de la table pour dire les petits salaires, tous ces métiers indispensables à la vie quotidienne, toutes les fragilités, les personnes sans domicile, les personnes en situation de pauvreté, les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont même pas droit aux 500 € du RSA. Donc il faut que cette période de crise majeure, auquel des réponses ont pu être apportées en urgence, donne lieu à une transformation profonde de notre société à partir de ces réalités sociales, à partir de ces difficultés et de ces limites de notre système de protection sociale. Oui, vous le dites, il faut faire le bilan de cette période du confinement qui, cela n'est pas une surprise, cela a été dit, répété plusieurs fois, a été synonyme d'exacerbation des inégalités. C'est l'une des conclusions du rapport annuel du Défenseur des droits qui a été remis cette semaine. Écoutez à ce propos Jacques Toubon. La crise sanitaire, elle a montré comment beaucoup de choses que nous avons dites, que le Défenseur des droits a dit depuis des années, eh bien finalement, elles étaient un peu invisibles et elles sont devenues spectaculairement visibles. Les inégalités sociales, les inégalités territoriales, les inégalités en matière d'éducation entre différentes familles et différents enfants. Jacques Toubon parle de toute une palette d'inégalités. Une des inégalités évidentes et qui est au cœur de l'action de la Fondation Abbé Pierre, c'est bien sûr la question du logement. Le confinement a mis en lumière cette grande inégalité. Avez-vous le sentiment que l'exécutif a pris aujourd'hui la mesure du problème et aujourd'hui est résolu à lutter contre la question du mal-logement, du non-logement, de tous ces problèmes liés au logement? Non. Je crois que il y a eu une prise de conscience de la société dans son ensemble. Mais il me semble que l'exécutif, les responsables politiques ont déjà conscience du fait qu'il y ait près de 200 000 personnes sans domicile fixe en France, qu'il y a à peu près 4 millions de mal logés. On l'a vu par exemple au moment de la catastrophe d'Aubagne. Bien sûr. C'est-à-dire pour les personnes... L'effondrement des immeubles d'Aubagne. 8 morts. Mais on a vu aussi dans la foulée qu'il y avait 100 000 logements qui posaient problème. Pas forcément qui menaçaient d'effondrement, mais dans lesquels les personnes se réfugiaient faute d'autres solutions et faute de ressources suffisantes pour se loger dans d'autres logements. Donc on le sait ça. On le sait. Et c'est là où la question ça a été exacerbé pour le grand public, mais les pouvoirs publics, ils connaissaient cette situation. C'est ça que vous nous dites. Oui, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Oui. Et d'ailleurs, le Défenseur des droits le dit. Il dit ça a rendu encore plus visibles les inégalités territoriales, les inégalités aussi, on peut ajouter dans ce rapport, d'accès aux services publics. Donc, prenons l'exemple sur les inégalités territoriales. Il y a des gens qui ont eu faim
pendant cette période de confinement, parce que les distributions alimentaires ont dû réduire leur voilure pendant un temps. Nous, par exemple, on a diffusé et distribué des tickets services pour que les gens puissent s'alimenter, pour qu'avec ces tickets, ils aillent acheter eux-mêmes du lait pour les bébés, de quoi se nourrir, des produits d'hygiène. Eh bien, on a vu que dans les quartiers populaires, des populations qui étaient sur le fil, pas forcément en grand, je ne parle pas de personnes sans domicile, en grande précarité, mais des ressources très faibles. Et du coup, une toute petite baisse d'activité ou la perte de l'emploi fait basculer dans un risque de pauvreté. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous et ça rejoint la question des inégalités et sans doute celle aussi de la redistribution dans notre pays. On va parler de la question de la redistribution. Vous disiez, cette période elle va nous permettre en fait de faire le bilan, de réfléchir plus largement à un monde d'après. Juste avant le déconfinement, la Fondation Abbé Pierre a fait partie des signataires du pacte du pouvoir de vivre, qui a été notamment initié par Nicolas Hulot, dont on a pas mal parlé. Ce moment n'a-t-il pas été aussi rempli de bonnes intentions de la part de tout le monde sur la suite, sur le monde d'après, sur ce que ça doit être? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui, le soufflet il puisse très facilement se dégonfler? Et est-ce que ce n'est pas déjà le cas, je dirais, auprès de l'opinion publique surtout? De l'opinion publique, je ne suis pas sûr. Dans la mesure où toute prise de conscience de la réalité écologique, si on parle des questions du pacte du pouvoir de vivre, de la réalité sociale, de la réalité, par exemple, de la situation des hôpitaux, laisse des traces. Alors, ça ne veut pas dire que le changement, il se fait de manière radicale du jour au lendemain, mais ça laisse des traces. Là où je suis moins tranquille, c'est sur la capacité de changer nos responsables politiques. Parce qu'on parle de structure, les choix. Moi, j'ai aussi entendu des représentants de l'exécutif aujourd'hui dire finalement, on ne va pas changer de cap, mais il faut justement qu'on accélère. Non, je suis désolé. Prenons l'exemple des personnes sans domicile ou des hôpitaux. Ce qui a été dit sur les hôpitaux, c'est que les mesures, pas seulement de ce quinquennat, de ce gouvernement, depuis longtemps, ont réduit la capacité d'intervention de l'hôpital public. Et on voit ce que ça a donné. Et donc, qu'il faut remettre des moyens. Quand on voit augmenter le nombre de personnes sans domicile fixe ou de mal logées dans notre pays. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est des structures, c'est des dispositifs, c'est des réponses qui diminuent. La voilure de ces réponses diminue. Et à un moment, forcément, il y a des gens qui le payent. C'est-à-dire il y a des difficultés sociales qui se manifestent. Et là, pour pouvoir changer, c'est-à-dire mettre au cœur la question écologique, mettre au cœur la question sociale, au cœur de notre action politique collective, les souffrances de nos concitoyens, c'est une transformation profonde des responsables politiques qui doivent associer les acteurs, comme les acteurs du pacte du pouvoir de vivre, les associations, les syndicats, les mutuelles, parce qu'on a cette visibilité, on a cette expertise de terrain, et que nous fassions ensemble les transformations que nous appelons de nos voeux pour demain. Parmi les transformations dont vous parliez, il y a la question de la redistribution des richesses, un meilleur partage de la richesse. Il y a beaucoup de propositions en ce moment. À gauche, notamment, la taxe Jean Valjean fait des émules, pas sûr qu'elle séduise le gouvernement. Écoutez cet échange entre Sébastien Jumel, député communiste, et la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Ils ont échangé lundi dans notre émission Audition publique. Écoutez ce moment. Nos services publics sont abîmés, l'injustice fiscale est criante et les inégalités sociales sont au rendez-vous. Mettons en place une taxe Valjean, c'est-à-dire prenons le pognon là où il est. Ceux qui ont des yachts n'auront pas de douche en or, mais peut-être continueront à utiliser leur yacht. Et finançons la relance et les services publics et d'une certaine manière la cohésion sociale nécessaire à la relance, avec une justice fiscale qui doit être au rendez-vous. Lorsqu'on lit l'histoire des Misérables jusqu'au bout, et c'est cette partie et cette facette de Jean Valjean que je préfère, il devient Monsieur Madeleine. Et Monsieur Madeleine, il monte d'abord une fabrique de verroterie. Puis il devient un industriel reconnu. Et enfin, il s'engage comme maire auprès de ses compatriotes. Et c'est comme ça qu'il fait en sorte que tous les gens autour de lui aient un emploi, et il y est particulièrement attentif. Et cette facette de Jean Valjean me semble beaucoup plus intéressante que l'idée de taxer systématiquement, en l'occurrence, le capital, c'est-à-dire ce dont on a besoin. Alors là, on retrouve finalement un débat qui est antédiluvien sur le partage des richesses, avec d'un côté, en quelque sorte, les défenseurs de ceux qui veulent mieux partager le gâteau, et puis ceux qui disent « Ah non, mais d'abord, on va attendre de faire grossir le gâteau ». Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on revienne aujourd'hui à ce débat sur la redistribution des richesses? C'est sain? Ah, complètement. Mais il faut sortir de l'idéologie, par contre. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont.
deux choses. Si on regarde ce qui s'est passé sur le volet fiscal pendant ce quinquennat, suppression de l'ISF, mise en place du prélèvement forfaitaire unique, on est sur des milliards d'euros chaque année. Quand on supprime la taxe d'habitation, d'abord pour 80% des ménages, c'était la promesse de campagne du candidat Macron, pas de problème, mais après, en cours de mandature, on ajoute les 20% les plus aisés. Ça coûte 10 milliards d'euros par an. D'accord ? Donc c'est un choix. Moi, je ne suis pas sûr que les 20% qui payent cette taxe d'habitation aient demandé qu'on ne puisse la payer et ne puissent pas la payer. Par contre, nous avons eu des baisses sur les APL à hauteur de plusieurs milliards d'euros. Que vous décrivez là. Mais oui, mais moi je veux pas qu'on soit dans la théorie. On a parlé de souffrance, on parle de personnes sans domicile, on parle de précarité, on parle de gens qui sont en train de basculer. Donc il faut regarder les chiffres. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que parallèlement, on a baissé les APL qui servent aux ménages pauvres et modestes, par exemple, à hauteur de plusieurs milliards par an. Donc le débat, c'est quel service public voulons-nous ? Hôpitaux, police, école, logement, réponse sociale, quels moyens avons-nous ou pas, et est-ce que tout le monde contribue à sa juste mesure ? Et de ce point de vue-là, nous, effectivement, on pense qu'il faut qu'on ait un impôt plus évolutif, éventuellement rajouter une tranche plus importante en haut, des tranches les plus élevées, pour pouvoir mieux faire que la contribution soit basée à la bonne mesure de ce que chacun peut faire. Et d'ailleurs, sincèrement, il y a aujourd'hui des personnes qui sont riches ou très aisées qui disent « mais moi c'est étonnant, je trouve que je n'ai pas beaucoup de fiscalité, je n'ai pas beaucoup d'impôts ». Et alors que la TVA, tout le monde la paye, même les plus pauvres, sur le moindre achat, et elle n'est pas spécialement égalitaire, si vous voulez. Donc il me semble que sur ce sujet, il faut rationaliser, sortir de l'idéologie, mais oui, il va falloir mieux redistribuer. Est-ce qu'il faut aussi, pour vous, assurer un revenu pour les plus vulnérables ? Est-ce qu'il faut revenir à cette idée du revenu universel pour tous, pour le coup ? Alors, pas pour tous. Pour ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui en ont besoin. Il y a deux logiques dans ce revenu. Le pour tous, c'est pour tout le monde. Le revenu universel, on peut discuter. c'était censé être pour tout Absolument. le monde. Si on pouvait juste au moins commencer par ceux qui en ont besoin et le mettre à un bon niveau. Je disais tout à l'heure 540 € le RSA. Nous pensons, nous, les associations de lutte contre l'exclusion, qu'il faudrait vraiment arriver au même niveau que le RMI à l'époque par rapport au salaire, on va dire, ou au SMIC. C'est à peu près 50% du SMIC. Donc ça veut dire qu'il faut significativement rehausser ce minimum, en fait, ce revenu minimum. Donc oui, il faut une réforme là-dessus. Et puis, il faut l'ouvrir aux jeunes de 18 à 25 ans. C'est vraiment une mesure urgente, immédiatement. Je rappelle que si vous êtes en rupture familiale, que vous avez 20 ans, que vous n'avez pas de boulot, que vous n'avez rien, c'est 0 € d'aide. Oui. Donc là, on est sur quelque chose de totalement incohérent, de totalement indigne. Et ça, c'est la première des mesures à mettre en œuvre, là, en sortie de confinement. Et c'est vrai qu'il y a une grande inquiétude sur la jeunesse. C'est ce qu'expliquait par exemple l'économiste Laurence Boone de l'OCDE. Elle a dit, bien oui, les jeunes, ils vont être les premières victimes parce que le tourisme, l'événementiel, les sports publics, ce sont des secteurs qui vont vraiment être en berne et ce sont des secteurs qui embauchent justement pour grande proportion des jeunes et souvent des jeunes moins qualifiés. Et pour eux, ça va être très difficile de retrouver. Un sujet majeur d'inquiétude. Les jeunes, c'est un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne en France. C'est un nombre de personnes sans domicile 2 fois plus élevé que la moyenne des autres générations en France. Donc c'était dans la situation avant la crise sanitaire. Vous l'avez dit, c'est des centaines de milliers de jeunes qui aujourd'hui ont perdu leur emploi et des centaines de milliers de jeunes qui vont entrer sur le marché de l'emploi à la rentrée de septembre. Là, il faut vraiment mettre le paquet pour ne pas faire démarrer trop difficilement, évidemment, toute cette génération. Mais ce n'est pas un sujet qui est seulement d'actualité. C'est un sujet qui dure depuis longtemps et qui impose la mise en place de dispositifs vraiment ambitieux. En quelques secondes, qu'est-ce que vous attendez du discours d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui doit s'exprimer dimanche ? Beaucoup. Beaucoup. Mais que le scénario de la reconstruction, du périmètre de la reconstruction, se fasse avec nous, avec les organisations du Pacte du pouvoir de vivre, les associations, les syndicats, les mutuelles, pour qu'on ne recommence pas comme avant, que ça ne se décide pas à quelques-uns, ou avec une lecture seulement macro. Que justement on tire les enseignements de cette crise et aussi de tout ce que l'on voit depuis des années, nous, les associations, les syndicats, et donc on mobilise, j'allais dire, le patronat, tout le monde autour de la table pour dire on va faire des compromis et on va traiter la question sociale, écologique et démocratique. Une mobilisation qui englobe tout le monde. Merci beaucoup Christophe Robert d'avoir répondu à mes questions pour ce grand entretien. C'est la fin de cette émission. Lundi, vous retrouverez Rebecca Fitoussi à 18h pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Demain matin, dans Bonjour chez vous, Oriane Mancini reçoit Alexis Corbière, débuté la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat.